Je vais vous lire la suite du bouquin. L'épidémie de Covid-19 a été la principale cause du développement et de l'acceptation du silicofluorure de sodium. Source. Market.us. Charles Elliott Perkins est un chimiste, biochimiste et essayiste américain. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain l'envoya prendre en charge l'entreprise IG Farben. Il fut un opposant à la fluoration de l'eau. Il est connu pour son rapport à la Lee Foundation for Nutritional Research d'octobre 1954, dans lequel il affirme que la véritable cause de cette fluoration de l'eau est de réduire la résistance des masses à la domination, au contrôle et à la perte de la liberté. Il a exploré les liens entre la fluoration de l'eau et le taux de cancer dans la population, déclarant que cela pourrait au minimum réduire l'espérance de vie. Joseph Bourquin est un essayiste américain. De 1938 à 1946, Bourquin était le conseiller économique en chef de la division antitrust du département de la justice des États-Unis et était responsable de l'enquête sur les cartels dominés par l'entreprise IG Farben durant la guerre. Ces analyses rejoignent celles de Charles Elliott Perkins, qui fut chargé de gérer les usines dominées par l'entreprise IG Farben après la Deuxième Guerre mondiale et s'opposait comme lui à la fluoration de l'eau. Source. Le crime et la punition d'IG Farben, écrit par Joseph Bourquin. Xavier Riot, historien, nous écrit les lignes suivantes. Les effets psychiques du fluor ont été démontrés quant à eux par les savants à la solde du Troisième Reich. Hitler donna l'ordre aux usines chimiques IG Farben, basées à Francfort, de produire du fluor en grande quantité. Celui-ci devait être mélangé à l'eau potable destinée aux prisonniers des stalags. Ces distributions avaient pour but de maintenir la discipline dans les camps et de calmer l'ardeur que mettaient les prisonniers à tenter de s'évader grâce aux effets sédatifs du fluor. L'emploi de la fluoration par les nazis pour réduire la résistance à la commande de population a été confirmé en 1954 par un chimiste américain, Charles Perkins, chargé d'administrer les possessions d'I.G. Farben d'après la guerre. Source. Histoire-médecine.fr. Pollution de l'eau du robinet par l'aluminium. Premier élément métallique de l'écorce terrestre, l'aluminium se trouve presque partout aujourd'hui, dentifrice, canettes, déodorants. À dose régulière, cette substance serait très néfaste pour la santé. De nombreux spécialistes recommandent de ne pas utiliser les produits qui en contiennent, capsules de café, pansements gastriques. À l'exception de Paris qui utilise depuis 30 ans le traitement ferrique, les distributeurs d'eau potable ajoutent des sels d'aluminium afin de rendre l'eau plus claire. Selon M. Guy Berton, ancien directeur de recherche au laboratoire de chimie du CNRS, l'aluminium ne sert à rien dans l'organisme humain. Pire, à forte dose ou à dose régulière, il est toxique. En trouver dans l'eau du robinet, c'est criminel. Source. Sénat.fr. La norme de 200 microgrammes d'aluminium par litre d'eau fixée par l'OMS est discutable. Elle ne constitue qu'une référence de qualité, non une limite. En l'absence de contrôle, les compagnies des eaux se permettent souvent de la dépasser sans être tenues d'en informer le consommateur. Selon l'Agence française de sécurité alimentaire des aliments, AFSSA, en 2007, 2,7 millions de Français ont bu une eau contenant un taux de sel d'aluminium supérieur à cette norme. Le danger, selon le chercheur, est que si une partie est éliminée naturellement par les urines ou la barrière intestinale, une autre passe à travers ce mur de briques, qu'est l'intestin grêle et se retrouve dans le sang, puis le cerveau. Là, l'aluminium se dépose, durcit et ne peut plus repartir. Certaines études ont mis en évidence le lien entre une eau potable trop chargée en aluminium et certains cas de démence qui rappellent les symptômes de la maladie d'Alzheimer. En 1976 déjà, des cas de démence, des douleurs articulaires, de décalcification des os, d'anémie étaient apparus chez des insuffisants rénaux sous dialyse. Dans son étude publiée en 2014, Christopher Exley préconisait de limiter l'exposition des personnes à l'aluminium en raison des dépôts dans le cerveau pouvant favoriser l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Dans cette nouvelle étude, le chercheur et son équipe ont découvert un taux important d'aluminium dans le cerveau des patients atteints de démence.
ils ont pu mettre en évidence une colocalisation avec la protéine bêta-amyloïde, ce qui favoriserait la survenue de la maladie. La recherche s'est portée sur le tissu cérébral de donneurs vivant en Colombie, déjà atteints de la maladie d'Alzheimer familiale, c'est-à-dire qu'ils partageaient une mutation spécifique. Cette mutation engendre un niveau élevé de bêta-amyloïde, mais aussi l'apparition de la maladie à un âge précoce. Les résultats révèlent que 42% des tissus sont considérés comme pathologiquement significatifs. La microscopie à fluorescence a permis d'observer que l'aluminium et la protéine bêta-amyloïde se concentraient dans les plaques séniles et parfois dans le système vasculaire cérébral. De plus, ces données ont été comparées avec ceux d'un groupe témoin de patients n'ayant pas d'atteinte neurologique. Le docteur explique qu'en l'absence d'aluminium, il n'y a pas de maladie. Le corps élimine naturellement l'excédent d'aluminium, sauf dans le cerveau, les os, les nerfs, le foie et les muscles. Si l'aluminium s'accumule jusqu'à atteindre un seuil de toxicité insupportable pour les neurones, il peut ainsi déclencher des maladies dégénératives. Certaines ondes sont un danger. Les risques sanitaires des télécommunications ou danger des ondes électromagnétiques ou danger du téléphone mobile définissent les risques sanitaires liés au rayonnement électromagnétique et aux ondes électromagnétiques générées directement par les appareils de télécommunication tels que le téléphone mobile, le téléphone domestique sans fil, le Wi-Fi ou encore les antennes relais de téléphonie mobile. Les champs électromagnétiques extrêmement basse fréquence sont générés par les lignes à haute tension servant à transporter l'électricité sur des longues distances. On parle de haute tension lorsque le courant dépasse les 50 000 volts. Et on y a recours pour le transport d'électricité car à puissance égale, la perte d'énergie est plus faible quand la tension du courant est élevée. Les études épidémiologiques ont suggéré une association entre la proximité de ces lignes et le risque de développement de leucémie de l'enfant, OMS 2007, sans qu'un mécanisme biologique qui pourrait expliquer un tel effet ait été identifié. Le CIRC a classifié les champs électromagnétiques comme un cancérigène humain possible, niveau 2B. Les ondes électromagnétiques émises par les téléphones portables, les tablettes ou autres objets connectés sont potentiellement dangereux pour les enfants en bas âge, selon le rapport publié le vendredi 8 juillet 2016 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le rapport alerte des conséquences sur les fonctions cognitives des enfants, perte de mémoire, troubles de l'attention ou problèmes de coordination, autant d'effets néfastes que peut entraîner une exposition précoce aux ondes. L'étude souligne également des effets sur le bien-être. Les enfants vont se plaindre plus souvent de fatigue et d'insomnie et ils sont très tôt sujets au stress et à l'anxiété. Résultat, les jeunes font plus de dépression et de tentatives de suicide. Les experts précisent tout de même que les effets sur le bien-être ne sont pas directement liés aux radiofréquences, mais à une utilisation intensive du téléphone portable. Source RFI.fr. Droit, enfants, santé, médecine, nouvelles technologies, ondes électromagnétiques. De 1999 à 2016, l'Europe a autorisé les fabricants à tester leurs téléphones mobiles jusqu'à 25 mm de la peau pour les déclarer conformes au respect de notre santé et leur permettre de nous les vendre. Dans ces conditions très éloignées de la réalité, tous les appareils étaient censés nous protéger du rayonnement des ondes. Il a fallu attendre juillet 2016 pour découvrir le poteau rose. C'est au détour d'un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSES, que nous avons appris que l'Agence nationale de radiofréquence, ANFR, avait enfin eu l'idée, ou plutôt la lucidité, de tester en 2015 95 téléphones mobiles au contact de la peau, alors que les fabricants les testaient en les éloignant. Résultat, 9 appareils sur 10 dépassaient largement les seuils dits réglementaires. Cela veut dire que nous utilisons depuis 1999 des téléphones mobiles présentant un risque pour notre santé, en particulier chez les plus jeunes utilisateurs. Le rayonnement électromagnétique du téléphone est mesuré en watts par kilo. C'est le DAS, débit d'absorption spécifique. Pour être mis sur le marché, un téléphone ne doit pas dépasser les seuils suivants fixés en 1998. 2 W au kilo. 2 watts par kilo à la tête, 2 watts par kilo au corps et 4 watts par kilo aux membres. Marc Arasi lance alors l'alerte sur ce qu'il appelle un phonegate, une surexposition générale aux ondes des téléphones portables, mais en 2016, il est très peu entendu.
Depuis 2019, la France demande à la Commission européenne de réduire à 0 mm la distance des tests pour le corps, comme c'est déjà le cas au niveau de la tête, mais à Bruxelles, la question n'est toujours pas à l'ordre du jour. Source: France-TV-info.fr. Infertilité. Une étude universitaire israélienne sur la reproduction humaine montre que la concentration de sperme chez des hommes vivant aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande a diminué de 59,3% entre 1973 et 2011. Ces résultats ont un grand impact sur la santé publique. Le taux de sperme est le meilleur moyen pour mesurer le taux de fertilité masculine. De plus, de récentes études prouvent qu'une faible concentration de sperme annonce une morbidité et une certaine mortalité, explique le docteur Haggai Levin, directeur de l'étude. Source: Essai sur l'intégralité des races humaines, page 114 de l'édition sur Internet. TED 2010, Bill Gates dévoilait sa vision sur l'accroissement de la population. There are 6,8 milliards people in the world today. We should reach 9 billion with very good results on new vaccines. Healthcare, birth control, we could reduce it by maybe 10 or 15%, but we will keep an increase factor of about 1,3. Or, dans la langue de Shakespeare, le pronom it peut se traduire autant par le pronom complément d'objet direct le masculin ou la féminin. En traduisant le pronom anglais it par le au lieu de la dans la phrase, on pourrait le réduire. Le journaliste Asma Mad prétend que ce n'est pas la population non féminin que Bill Gates espère réduire de 10 à 15%, mais son accroissement non masculin, qui est actuellement très rapide. Bill Gates parle donc de réduire la fertilité avec l'aide des vaccins. Des facteurs environnementaux. Des facteurs environnementaux sont également communs aux deux sexes. Notamment le tabagisme, il est susceptible de jouer un rôle négatif à chacune des étapes de la reproduction, chez la femme comme chez l'homme, avec une qualité du sperme altérée chez ce dernier. Ces effets délétères sont probablement liés au stress oxydatif induit par des composants du tabac lors de la prise en charge de couples infertiles en procréation médicalement assistée. Le tabac est un facteur de mauvais pronostic. D'autres facteurs ont un impact avéré sur la fertilité humaine, comme les foyers de chaleur importantes, fours, postes de soudure, pouvant augmenter la température au niveau des testicules, ou encore l'exposition à certains pesticides comme le dibromochloropropane, à des solvants comme certains éthers de glycol ou à des métaux lourds, plomb. D'autres substances polluants organiques persistants comme les PCB et les pesticides organochlorés, ou encore certains perturbateurs endocriniens de type phtalates sont susceptibles de perturber la fonction de reproduction. Des facteurs psychiques. Des facteurs psychiques sont également incriminés, notamment le stress. Il pourrait agir au niveau du cerveau en altérant la production de neurohormones et ou des hormones gonadotropes dans le système hypothalamo-hypophysaire. Les chances de fécondation seraient diminuées de près de 40% chez les femmes présentant un niveau de stress élevé au moment de la fécondation. Le poids. Plusieurs études épidémiologiques ont observé une relation dose-effet entre l'IMC et l'hypofertilité des couples. Chez l'homme, le surpoids et l'obésité sont associés à une altération des paramètres spermatiques. Chez la femme, le risque d'infertilité après un an de tentative est augmenté de 27% en cas de surpoids et de 78% en cas d'obésité. Le risque d'anovulation est multiplié par 3 à 4 pour un IMC supérieur à 32 kg par mètre carré. Source: débat qui opposa le dominicain Bartolomé de Las Casas et le chanoine Juan Guinness de Sepúlveda sur la question de savoir si les Amérindiens avaient une âme. Il fut tranché en faveur de Las Casas et des Indiens par le légat du pape, ce qui entraîna une interdiction toute théorique de l'esclavage. À tout ceci, il faut ajouter les ondes électromagnétiques qui se trouvent désormais partout où nous allons et qui nous affectent parfois à cause de gestes qu'on pourrait juger comme insignifiants, comme placer son téléphone dans sa poche de pantalon
ou le PC portable, tablette sur les genoux. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo.